Thème 44. La France de François Ier à Louis XVI. Le titre exact du thème est Construction de la monarchie européenne et la lutte pour l'hégémonie européenne. Manifestation littéraire autour du théâtre, de l'humour et du genre picaresque. Alors tout d'abord, quelques remarques sur le sujet. Il rappelle les relations entre la France et ses voisins, les relations diplomatiques et les guerres que les pays ont vécues ou les guerres qu'ils se sont fait les uns entre les autres. Il faut bien entendu faire référence à la montée de l'absolutisme français, puis à la chute progressive de la puissance de la France au niveau diplomatique. Malgré tout, malgré cette chute progressive de puissance au niveau diplomatique, elle va conserver sa splendeur au niveau artistique et notamment littéraire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec les philosophes du XVIIIe siècle. Ces mouvements littéraires, les philosophes du XVIIIe siècle comme Diderot, Voltaire, Montesquieu et les autres, seront d'ailleurs les responsables principaux des mouvements révolutionnaires de la fin du siècle et notamment de la Révolution française de 1789. La méthodologie que je vais mettre en place dans ce diaporama ne sera pas exclusivement chronologique. Voici le plan que je vais suivre. Nous allons voir tout d'abord la politique extérieure, puis la politique intérieure, et enfin les manifestations littéraires au cours des 3 siècles. Voici la carte de la France, enfin de l'Europe, sous François Ier. Et vous vous rendez compte que le royaume de France est entouré d'ennemis, puisque le royaume d'Espagne, donc qui est où règne Charles Quint, possède également, puisque Charles Quint est également empereur, possède également le Saint-Empire, Saint-Empire qui se trouve dans l'Allemagne actuelle. Mais il possède également, par les mariages, remariages et alliances, les Pays-Bas espagnols, mais également toutes les régions italiennes. Donc la France est entourée de l'Espagne et du Saint-Empire qui sont sous la direction, sous le règne de Charles Quint, mais également au nord l'Angleterre qui elle aussi est un ennemi. Donc la France est totalement bloquée au niveau diplomatique. Elle ne peut pas accéder par mer parce qu'elle est en danger face à la marine anglaise, et elle ne peut pas accéder par terre puisqu'elle est obligée de traverser les pays qui sont dirigés par l'Espagne. Donc la France est en très très grande difficulté au niveau terrestre comme maritime. Et pendant toute cette période, pendant ces 3 siècles, il va y avoir une lutte, des guerres continuelles entre la France et le Saint-Empire pour la gestion des pays, parce que il faut obtenir un accès à la mer ou un accès à la terre pour pouvoir faire du commerce, que ce soit avec l'Est par la terre ou avec l'Ouest par la mer. Donc je vous l'ai dit, c'est une lutte perpétuelle. Il y a différentes guerres au cours de ces 3 siècles. Tout d'abord les guerres d'Italie, et même si la France gagne quelques batailles, elle finira par perdre la guerre et n'aura plus aucun accès à l'Italie. C'est également une guerre contre l'Angleterre et bien entendu la guerre contre le Saint-Empire et contre l'Espagne. Les causes, je vous les ai dites, c'est volonté des différents pays de développer le commerce à l'est comme à l'ouest. Et la France est totalement isolée, que ce soit sur terre comme sur mer. Il y a aussi un cas particulier
pour la France, c'est que les guerres de religion sont passées par là, et la France est un des rares pays à avoir totalement bloqué l'accès aux protestants sur le territoire, et donc elle s'isole encore plus des autres pays comme l'Angleterre, qui, elle, a accepté le protestantisme sur son territoire. Il faudra attendre Henri IV pour que, enfin, il mette en place une loi qui permette aux protestants de respecter leur religion. Les conséquences de ces différentes guerres, ça va être l'argent qui va finir par manquer, et qui va totalement, les guerres qui vont totalement ruiner le pays, malgré les nombreux ministres qui vont se suivre, comme Richelieu, Mazarin ou Colbert. La politique extérieure, les guerres extérieures vont finir par ruiner totalement la France. Au niveau intérieur, il y aura renforcement, au contraire, du pouvoir du roi, avec ce que l'on appelle la monarchie absolue. Donc au niveau politique intérieur, ce qui règne, c'est d'abord la religion. Sous François Ier et ses successeurs, il y a une intransigeance religieuse, contrairement, je vous l'ai dit, à d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Cette intransigeance culminera avec le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Tous les responsables protestants seront tués pendant la nuit par les responsables catholiques sur ordre du roi. Henri IV, l'un des rares à avoir survécu à ce massacre, parce qu'il était protestant, se fera baptiser et se convertira au christianisme, et c'est lui qui signera l'édit de Nantes en 1589, qui mettra fin aux guerres de religion. Mais malheureusement, cet édit sera révoqué un siècle plus tard par Louis XIV, qui ne voulait pas d'ennemis à l'intérieur du pays. Cette décision de Louis XIV sera catastrophique pour les finances françaises, puisque beaucoup de protestants étaient des commerçants très riches, et donc ils ont quitté la France, et en même temps ils ont emmené leur richesse et leur savoir et leur clientèle. L'absolutisme. Dès Henri IV, les États généraux ne sont plus réunis. Les États provinciaux et les municipalités sont soumis au pouvoir du roi. Et pendant les 50 années suivantes, l'absolutisme va peu à peu se renforcer, malgré l'absence de roi majeur. Louis XIII, puis Louis XIV, au départ, sont des enfants lorsqu'ils accèdent au pouvoir. Donc ce sont des régents, donc leurs mères respectives, mais également des ministres comme Richelieu et Mazarin qui sont au pouvoir. Et malgré quelques tentatives de révolte, la monarchie absolue se renforce petit à petit et va culminer avec le règne de Louis XIV. Louis XIV qui, je vous le rappelle, va être roi pendant plus de 70 ans. Donc Louis XIV qui gouverne seul dès 1666 en s'appuyant sur le clergé. Il est roi de droit divin et sur les intendants en province. Et il va également appuyer son prestige sur Versailles, où il attire les nobles qui deviennent des courtisans. C'est ce que l'on appelle la domestication de la noblesse, dont le pouvoir ne repose que sur le bon vouloir du roi. À partir du XVIIIe siècle, il y a une reprise en main du pouvoir par la noblesse. Cette reprise en main débute réellement à la mort de Louis XIV. Je vous rappelle que Louis XV est extrêmement jeune à ce moment-là et donc ne peut pas devenir roi immédiatement. C'est une régence, une nouvelle régence qui se met en place. La propagande des philosophes qui remet en cause la royauté de droit divin et la monarchie absolutiste se renforce. Ils souhaitent également une plus grande liberté des régions et surtout plus de tolérance.
tolérance religieuse notamment. L'opposition intellectuelle, celle des philosophes, se conjugue étroitement avec celle des parlementaires qui sont devenus les défenseurs d'une certaine théorie du royaume constitutionnel et des libertés régionales telles qu'ils les ont connues notamment en Angleterre. Donc la mort de Louis XV, enterré de nuit, tout comme Molière, sonne réellement la fin de l'absolutisme et même de la monarchie. Et toutes ces idées que vont développer les philosophes vont annoncer la Révolution française qui éclatera en 1789. Voyons maintenant les manifestations littéraires au XVIe siècle. Il y a tout d'abord la poésie avec la Pléiade, donc un groupe de poètes dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Vous avez également le roman avec François Rabelais. Là encore, vous avez accès à une vidéo sur François Rabelais, je n'insiste pas. Vous avez l'essai avec Montaigne. Là encore, vous avez accès à une vidéo sur Montaigne. Et enfin, le théâtre, qui n'est pas, on va dire, la littérature la plus développée au XVIe siècle. Le théâtre apparaîtra réellement dans toute sa magnificence au XVIIe siècle, avec trois auteurs principaux, Racine, Corneille et Molière. XVIIe siècle. La prose d'idées, tout d'abord, avec notamment René Descartes, philosophe, mathématicien et physicien français. Vous avez également la marquise de Sévigné, Blaise Pascal, La Rochefoucauld ou Jean de la Bruyère. Le roman le plus connu étant peut-être celui de Madame de Lafayette, La princesse de Clèves. La poésie, avec Malherbe ou La Fontaine, puisqu'on peut mettre les fables de La Fontaine dans la poésie. Vous aurez une vidéo qui vous sera proposée sur La Fontaine. Et puis, bien entendu, le théâtre, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec Corneille, Molière et Racine. Le XVIIIe siècle, enfin, c'est le siècle des Lumières. Là aussi, vous aurez plusieurs vidéos qui seront faites sur le siècle des Lumières, sur le mouvement littéraire en lui-même, mais également sur les auteurs et sur certaines œuvres, comme les lettres persanes, comme Candide, comme certaines œuvres de Marivaux ou de Beaumarchais, comme le mariage de Figaro par exemple, ou Marivaux, l'île aux esclaves. Vous aurez des fiches qui vous seront proposées sur chacune de ces œuvres. Voilà, j'en ai fini. Je ne lis pas l'ensemble du thème, ça ne sert à rien. Vous avez accès à la vidéo, vous pouvez relire tranquillement chacune des fiches qui vous sont proposées. Un dernier conseil, toujours le même, ne vous contentez pas de ce diaporama, allez également voir le thème que je vous propose sous format PDF, parce que les idées sont beaucoup plus développées, les exemples sont beaucoup plus nombreux, parce que ce diaporama n'est pas suffisant si vous voulez vous présenter au concours, notamment pour le concours d'espagnol. Ce ne sera pas suffisant de vous contenter des idées qui sont proposées ici. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Bonne soirée et à bientôt.